Aujourd'hui, à l'occasion de la 4e année de sa disparition, j'ai décidé de rendre hommage à un homme qui a marqué le monde du catch d'une manière unique, un lutteur dont la carrière mais aussi l'humanité resteront gravés dans nos mémoires, Luke Harper. Luke Harper, plus tard connu sous le nom de Brody Lee, était un homme dont le talent brut et l'authenticité ont laissé une empreinte indélébile dans l'histoire du catch professionnel. Reconnu pour sa stature imposante et son charisme naturel, il a captivé les fans que ce soit en tant que membre de la Wyatt Family à la WWE ou en tant que leader du Dark Order à l'AEW. Avec une présence qui mélangeait la brutalité et la finesse, Brody Lee a su se réinventer, prouvant que son potentiel allait bien au-delà des attentes de l'industrie. Mais ce qui le rendait encore plus spécial, c'était l'homme derrière le personnage, Jon Huber. Tout au long de sa carrière, il n'a pas seulement conquis les foules par ses performances sur le ring, mais aussi par la chaleur et l'humilité qu'il dégageait dans sa vie personnelle. Luke Harper n'était pas seulement un lutteur d'exception, mais un homme respecté et aimé de tous ceux qui l'ont connu. Et malgré sa disparition tragique, survenue 3 ans avant celle de son ami Bray Wyatt, il a laissé derrière lui des souvenirs impérissables, qui continueront de vivre dans le cœur des fans à travers le monde. My name is Brody Lee, and I am the Exalted One. Jonathan Huber est né le 16 décembre 1979 à Rochester, New York. C'est là qu'il a grandi en suivant de près le football et le hockey. Il a même joué un peu au hockey dans des ligues indépendantes autour de chez lui et est devenu un joueur accompli de lacrosse au lycée. Malgré sa passion pour ces sports, c'était le catch qui a toujours été sa première passion. Lui et son frère grandissaient en regardant la WWE et la WCW ensemble. John citant parmi ses lutteurs préférés Rick Rude, Jake the Snake Roberts et le Big Show. Et avec ses attributs physiques naturels, il n'a pas tardé à se lancer dans le catch. En 2003, il a commencé à combattre dans des promotions de backyard sous le nom de Huber Boy No. 2. Très vite, il a compris qu'il voulait faire du catch sa carrière et a décidé de se former. Il s'est entraîné avec Kirby Marcos, Rick Matrix et l'ancien lutteur de l'ECW, Tony Mama Luke, qui lui ont montré les ficelles du métier. Peu après, il a fait ses débuts à la Rock City Wrestling et la Rochester Pro Wrestling, où il a adopté le nom de ring de The Red Stuff, Brody Lee. Certains ont supposé que son gimmick était un hommage à la légende du catch Bruiser Brody, mais en réalité cela venait du film Mallrats de Kevin Smith. Le nom était un mélange de l'acteur Jason Lee et du personnage qu'il incarnait dans le film Rudy Bruce. Quant au Right Stuff, c'était un clin d'œil à son gimmick de Steel B-Boy qu'il incarnait à l'époque. En effet, dans le ring, Brody Lee était toujours prêt à faire la fête, en arrivant habillé de couleurs vives, accompagné de la chanson The Red Stuff des New Kids on the Block. Cette gimmick populaire lui a permis de gagner plusieurs titres à la Rochester Pro Wrestling au cours des 4 années suivantes, dont le championnat poids lourd de la promotion à 3 reprises, ainsi que les titres par équipe, télévision et Café Dojo. Avec cette expérience, il a franchi une nouvelle étape en 2007, en faisant ses débuts avec la promotion Chikara à Philadelphie le 24 mars 2007 lors de leur show Time Will Prove Everything. Cet événement était un heureux hasard. Un autre lutteur, Reckless Youth, avait raté l'événement, ce qui a laissé une place libre que Brody a remplie. Sa prestation ce soir-là fut assez impressionnante pour que la compagnie l'invite à revenir quelques mois plus tard, lançant ainsi une incroyable carrière qui allait durer 5 ans. Bien sûr, Chikara n'était pas la seule promotion avec laquelle le grand Brody a travaillé à cette époque. Il est également apparu pour Squared Circle Wrestling à New York, où il a rapidement acquis une grande popularité en tant que heel après avoir donné un coup de poing à un fan dans un parking. En plus de cela, il a fait des apparitions pour la Ring of Honor, Dragon Gate et Dragon Gate USA, Jersey All Pro Wrestling et Evolve, où il a eu sa première rencontre avec Jon Moxley, des années avant leur affrontement pour le titre à l'AEW. C'est aussi à cette époque que Brody a épousé la lutteuse professionnelle Amanda Huber. Le jeune couple a profité de la vie maritale tout en continuant à bâtir la carrière de Brody sur le circuit indépendant. Durant l'année 2007, il a passé une année marquante à Chikara, où il a enregistré une série de victoires impressionnantes, personne n'ayant pu le faire tomber ou le soumettre. En parallèle, il a adopté un personnage plus sérieux en s'associant avec Colin et Jimmy Olsen, prenant le surnom de Big Reed et agissant comme un lourd pour le groupe. Ce nouveau personnage l'a vu lancer une storyline où il intimide les lutteurs plus petits du roster. Cette évolution de son personnage a attiré l'attention de Claudio Castagnoli, connu sous le nom de Cesaro à la WWE, qui n'a pas apprécié son comportement et l'a défié dans une série de matchs entre avril et juillet 2008. Les 2 premiers matchs ont été interrompus par des disqualifications après que les 2 lutteurs aient mis KO les arbitres. Bien que Big Reed ait remporté la 3e rencontre, c'est le 4e match entre les deux qui reste le plus mémorable. Il s'agissait du premier match en cage de l'histoire de la promotion, un affrontement brutal pour une compagnie traditionnellement plus familiale mais qui a eu un énorme impact auprès du public en direct. Après ça, Brody a formé une faction avec Eddie Kingston et Grizzly Redwood, appelée les Roughneck, avec laquelle il a poursuivi sa domination à Philadelphie. En parallèle, à Squared Wrestling, il a été contraint de devenir face, les fans le soutenant malgré ses actions de heel. C'est ici qu'il a commencé une rivalité amicale avec Slick Wagner-Brown en avril 2009, où les 2 hommes ont échangé des victoires avant que Brody ne prenne finalement le dessus dans un match 2 out of 3 fall le 19 février 2010.
Après cette victoire, il a défié pour le championnat poids lourd de la Squared Wrestling le 20 juin 2010, mais a perdu en raison d'une interférence extérieure. Toutefois, il n'a pas été découragé et a réussi à obtenir une autre chance pour le titre le 22 août 2010 où Big Reed a finalement remporté le championnat de la promotion après avoir battu Jason Axe. Et alors qu'il défendait ce titre à New York, Brody continuait à faire des vagues à Philadelphie, où il avait entamé une rivalité avec son ancien partenaire de tag team, Grizzly Redwood. Cette rivalité a duré jusqu'en novembre 2010, à partir de laquelle les deux lutteurs se sont réunis pour poursuivre leur chemin de destruction ensemble, continuant en tant que duo tout au long de 2011 et 2012, avant que Brody annonce qu'il avait signé un contrat de développement avec la WWE et qu'il quitte le circuit indépendant. En effet, 2012 a été une année déterminante pour Jon Huber. Après des années de travail acharné, il était enfin repéré par la plus grande promotion de lutte au monde, la WWE. Néanmoins, tout ça n'était pas gagné d'avance, car il était sur le point de prendre sa retraite de l'industrie de la lutte. C'est alors que John Laurinaitis, responsable des talents de la WWE, l'a contacté de manière inattendue pour lui offrir un essai. Malheureusement, l'appel a été interrompu en plein milieu, et John a commencé à paniquer, réalisant qu'il n'avait pas le numéro pour joindre Laurinaitis. Heureusement, son ami Cesaro, qui était déjà à la WWE, a pu remettre les deux en contact, permettant à l'histoire de se poursuivre. Mais même ça n'était pas la plus grande chose qui soit arrivée à Huber cette année-là. En effet, en plus de tout cela, son premier fils Brody est né, offrant au jeune père une motivation supplémentaire pour travailler dur et subvenir aux besoins de sa famille. C'est ainsi que le 18 mai de cette année-là, Jon Huber a fait ses débuts à la FCW lors d'un house show sous le nom de Luke Harper. 3 mois plus tard, avec la transformation de la FCW en NXT, Harper a poursuivi sa carrière dans la promotion, apparaissant rapidement comme un fidèle suiveur de Bray Wyatt. La Wyatt Family, dirigée par Wyatt lui-même, était alors le dernier et seul groupe de la WWE. Avec son apparence d'homme sauvage et sa stature imposante, Bray Wyatt incarnait parfaitement le rôle de leader. Il semblait donc naturel que Harper, tout aussi charismatique, trouve sa place dans ce clan et allait rapidement être rejoint par Eric Rowan, qui deviendrait son partenaire habituel. Leur premier match en équipe a eu lieu lors de l'épisode du 9 janvier 2013 de NXT, où ils ont écrasé Percy Watson et Yoshitatsu. Ils ont ensuite continué leur route de destruction en battant à nouveau ce duo quelques semaines plus tard, puis en obtenant une victoire contre Bo Dallas et Michael McGregody. Et quelques mois plus tard, en août 2013, Harper et Rowan ont remporté les titres de champion par équipe de NXT, ce qui montrait que la marque Noir et Or n'allait pas les contenir longtemps et qu'ils étaient prêts pour un passage imminent dans le roster principal. Leur transition vers le roster principal a été amorcée le 27 mai 2013 lors de l'épisode de Raw avec la diffusion de vignettes présentant la Wyatt Family. Ces vidéos ont introduit le groupe en tant que famille de colons vivant dans les marais, déterminés à marquer les esprits sur le roster principal. Ils ont clairement réussi à le faire avec leur première action marquante le 8 juillet 2013 quand ils ont attaqué Kane, amorçant ainsi une rivalité avec la Big Red Machine qui les mènerait à un Ring of Fire match à SummerSlam de cette année-là. Avant cela, Harper a fait ses débuts sur le ring à Raw le 26 juillet 2013 en s'associant à Rowan pour vaincre les Tons of Funk. Après cette victoire, les deux hommes ont enchaîné les victoires, renforçant leur position sur le roster principal. En novembre 2013, la Wyatt Family a commencé à se lancer dans un programme avec Daniel Bryan, qui allait rejoindre puis trahir le groupe dans un angle qui mènerait à sa victoire pour le titre de la WWE à WrestleMania 30 en mars 2014. Harper et Rowan ont eu un rôle important à WrestleMania 30, aidant leur leader Bray Wyatt dans sa bataille contre John Cena. Avant cela, ils ont pris part à un match tant attendu contre le Shield à l'Elimination Chamber 2014, un affrontement considéré comme l'un des meilleurs matchs de l'ère moderne de la WWE qui a électrisé le public avant même de commencer. Après ça, les deux acolytes de Wyatt ont continué leur run en équipe pendant un certain temps, rivalisant avec les Usos pour les titres par équipe. Mais à ce moment-là, il est vite devenu évident que Luke Harper avait un énorme potentiel en tant que lutteur en solo, et de nombreux fans réclamaient ce run pour lui permettre de nous montrer ce qu'il avait à offrir. Heureusement, il semblerait que Vince McMahon a écouté cette demande, et dès le 29 septembre 2014, de nouvelles vignettes ont été diffusées sur WWE Programming annonçant que Harper et Rowan avaient été libérés de l'emprise de leur maître et allaient désormais évoluer en tant que lutteurs solo. Bien sûr, à l'époque, c'était une façon plutôt décevante de conclure l'histoire de la Wyatt Family. Mais l'essentiel était que maintenant, Luke allait enfin avoir l'opportunité de briller. Et il a rapidement prouvé sa valeur lorsqu'il a battu Dolph Ziggler pour devenir champion intercontinental lors de l'épisode de Raw du 17 novembre. Il a ensuite solidifié cette position en rejoignant la Team Authority lors de Survivor Series de cette année-là. En effet, on avait désormais l'impression que la WWE allait miser à fond sur le grand homme et lui offrir un push semblable à celui de Brother Brody que beaucoup attendaient pour lui lorsqu'il avait fait ses débuts à la WWE. Malheureusement, tout élan qu'il avait commencé à créer a été stoppé lorsqu'il a perdu son titre intercontinental face à Dolph Ziggler lors du pay-per-view Table, Ladder and Chairs de décembre, mettant fin à son règne après seulement 27 jours. Cela a déçu beaucoup de gens, tant dans le public qu'en coulisses, qui estimaient qu'il y avait encore beaucoup à faire avec Harper en tant que champion dominant. Malheureusement, il semble qu'il soit tombé victime de l'une des nombreuses mauvaises décisions de booking de Vince McMahon.
qui avait décidé à l'époque qu'il ne pouvait pas pousser le natif de Rochester en tant que monstre en raison de son incapacité à adopter un accent du Sud correctement, un sujet qu'il a plus tard évoqué lors du podcast Talk is Jericho. Bien qu'il soit resté dans la scène du titre intercontinental impliqué dans le superbe match à 7 hommes lors de WrestleMania 31 et dans un fantastique Chicago Street Fight avec Dean Ambrose un mois plus tard lors d'Extreme Rules, on avait vraiment l'impression que la WWE avait manqué le coche avec le grand homme et il le savait. Au début du mois de mai 2015, il a été réuni avec Eric Rowan, ce que beaucoup ont vu comme un pas en arrière. Et en juillet, les deux ont de nouveau fait équipe avec Bray Wyatt dans une reformation complète de la Wyatt Family qui comptait désormais un 4e membre en la personne de Braun Strowman. Et c'est avec l'arrivée de Strowman que les problèmes de Harper ont continué à croître. N'étant plus le plus grand et le plus redoutable du groupe, il a sombré davantage dans l'arrière-plan, lui et Rowan passant d'une rivalité en tag team à l'autre sans jamais faire de véritable progression. Bien sûr, il y a eu quelques bons matchs comme celui entre la Wyatt Family et les Brothers of Destruction lors de Survivor Series le 22 novembre, ou encore le match à 8 participants à TLC le mois suivant où l'intégralité du clan affrontait des anciens membres de l'ECW comme Tommy Dreamer, Rhino et les Dudley Boys. Mais dans l'ensemble, on avait l'impression qu'il était bloqué dans une routine et que ses évidents talents étaient gaspillés. En mars 2016, il a subi une blessure au genou qui l'a éloigné des rings pendant 6 mois. Et bien que ce fût difficile d'être absent aussi longtemps, cela lui a donné l'occasion de réévaluer sa position dans la compagnie et de réfléchir à ce qu'il pourrait faire pour améliorer sa situation à son retour. Lorsqu'il est revenu en octobre, il espérait que la WWE écouterait certaines de ses idées et lui donnerait une nouvelle chance dans la division solo où il pourrait vraiment se développer. Mais au lieu de cela, ils ont choisi de le replacer dans le rôle de suiveur de Bray Wyatt. Il a réussi à devenir champion par équipe de SmackDown à cette époque et il y a même eu un teasing de grandes choses quand il est devenu face et a brièvement eu une rivalité avec l'allié temporaire de Wyatt, Randy Orton. Mais rien n'est allé plus loin que cela. Lors de WrestleMania 33, alors que ses anciens coéquipiers Bray Wyatt et Orton se battent pour le titre de la compagnie, Luke Harper a été relégué au pré-show en faisant partie de la bataille royale commémorative d'André le Géant et pendant les mois suivants, il n'a rien fait de notable. Ce n'est que lorsqu'il a retrouvé Eric Rowan de retour de blessure lors de l'épisode de SmackDown du 10 octobre 2017 qu'il a retrouvé un peu de pertinence. Heureusement, les choses allaient mieux dans sa vie personnelle puisqu'il avait célébré la naissance de son deuxième enfant, Nolan, avec sa femme Amanda cette année-là. Cela a dû être un moment spécial pour ce père de famille qui, une fois encore, s'était engagé à franchir le plafond de verre à la WWE. Et pour être juste, Harper et Rowan, désormais repackagés sous le nom de Bludgeon Brothers, étaient apparemment sur le point de recevoir un gros push dans la division tag team. Ils ont même réussi à décrocher les titres par équipe de SmackDown à WrestleMania 34 et il a été dit que la compagnie espérait en faire une version moderne des Road Warriors. Mais finalement, tout cela n'a pas abouti car Rowan a été blessé et réalisant que son push allait probablement être annulé à cause de cela, Harper a profité de l'occasion pour prendre du temps pour lui et se faire opérer d'un problème persistant au poignet. Le 9 mars 2019, il était prêt à revenir sur le ring et espérait bien entamer un programme en vue de WrestleMania. Au lieu de cela, il a été laissé complètement de côté dans la mid-card, ne parvenant à obtenir qu'un match contre Dominik Dijakovic lors de WrestleMania Access et une brève apparition dans la bataille royale commémorative d'André le Géant une nouvelle fois. Bien que ce fût un coup dur, Harper l'a pris comme un défi personnel et dans un post émouvant sur les réseaux sociaux, il a qualifié son match à Access de son moment WrestleMania et une nouvelle occasion de prouver aux dirigeants qu'il méritait plus. Malheureusement, la compagnie n'écoutait toujours pas. Et réalisant qu'il n'était pas utilisé à son plein potentiel, il devait prendre une décision. Rester à la WWE ou prendre un risque et tenter de se faire un nom ailleurs. Heureusement pour lui, une nouvelle alternative s'est présentée. L'AEW venait de se former. Et sachant cela, Harper a décidé de parier sur lui-même lorsqu'il a publiquement demandé sa libération de la compagnie le 16 avril 2019. Malheureusement, elle ne lui a pas été accordée, car la WWE a ajouté 6 mois supplémentaires à son contrat pour compenser le temps d'absence dû aux blessures. Néanmoins, en décembre de la même année, il était enfin libre et prêt à explorer d'autres opportunités. Et bien que tout le monde s'attendait à ce qu'il débarque à l'AEW, il y avait aussi des rumeurs sur une possible grande carrière à la New Japan Pro Wrestling. Mais au final, Harper a choisi la première option, bien qu'il n'ait pas été introduit de la manière qu'on attendait. À l'époque, le clan du Dark Order de l'AEW, pour le dire gentiment, échouait lamentablement. Le groupe était devenu l'une des gimmicks les plus détestées de l'industrie et beaucoup pensaient que celui qui serait bientôt annoncé comme l'Exalted One hériterait d'un véritable calice empoisonné. De nombreux fans s'attendaient à ce que ce soit Matt Hardy, car il semblait être le candidat le plus évident pour redresser la faction et lui donner un nouveau souffle. Cependant, à la surprise générale, l'Exalted One s'est avéré être Jon Huber qui utilisait à nouveau son célèbre nom de Brody Lee. Cette révélation a eu lieu lors de l'épisode de Dynamite du 18 mars 2020. Ce moment devait être monumental car il était prévu de se dérouler dans la ville natale de Brody, à Rochester. Malheureusement, la pandémie mondiale a changé les plans et l'annonce est faite dans une arène vide lors de la première semaine du confinement global. Mais même avec cette malheureuse condition, ça n'a néanmoins rien enlevé à l'impact de cet instant. Brody Lee a utilisé cette nouvelle liberté créative pour prouver que Vince McMahon avait eu tort à son sujet tout au long de sa carrière à la WWE. Il a montré qu'il avait en lui tout ce qu'il fallait pour devenir une véritable star. Il a rapidement inversé le destin du Dark Order grâce à une combinaison de son personnage menaçant et mégalomane à l'écran et de segments souvent hilarants avec le reste du groupe sur Being the Elite. À tel point que la faction autrefois détestée est devenue probablement la meilleure chose de l'AEW dans son ensemble.
Lors du prochain pay-per-view de la compagnie, Double or Nothing, Brody se retrouva dans le main event, affrontant son ancien ami Jon Moxley pour le titre mondial poids lourd de l'AEW dans ce qui fut sans doute l'un des meilleurs matchs de la soirée. Il enchaîna ensuite en anéantissant Cody Rhodes en moins de 4 minutes pour devenir le nouveau champion de TNT, offrant ainsi une performance qui fit de lui une véritable star quelques mois plus tard. En effet, Brody atteignait son potentiel, et son match revanche contre Cody quelques semaines plus tard fut l'un des meilleurs de l'année, avec les deux hommes se battant dans un match sanglant et violent, un dog collar match. Et cela s'avérait être le dernier match de Brody Lee. Il avait initialement été rapporté qu'il prenait quelques semaines de congé pour se remettre d'une blessure, et lorsque la question fut soulevée lors d'une conférence de presse, le propriétaire de l'AEW Tony Khan précisa que Brody prenait du temps pour se soigner. Puis le 26 décembre 2020, le monde du catch fut bouleversé en apprenant la disparition de Jon Huber lorsque sa femme publia un message émouvant sur Instagram pour annoncer cette tragique nouvelle. Depuis ce jour, un véritable flot d'amour a envahi le monde du catch pour célébrer la vie et la carrière de cet homme exceptionnel. L'AEW a d'ailleurs consacré l'épisode de Dynamite du 30 décembre 2020 à sa mémoire, offrant l'une des soirées les plus émouvantes de l'histoire de ce sport. S'il y a bien une chose qui est ressortie de tous les hommages, c'est à quel point Huber était dévoué à sa famille. Tous ceux qui l'ont connu ont souligné quel mari et quel père extraordinaire il était. Dans cette vidéo, j'ai beaucoup parlé de Brody Lee et de Luke Harper, car c'est ainsi que nous les fans l'avons connu. Mais au-delà de ses incroyables performances sur le ring, c'est l'homme qui était Jon Huber que nous admirons et respectons le plus. Les témoignages de ses pairs ne laissent aucun doute, il était une personne exceptionnelle. Malheureusement, moins de 3 ans plus tard, son grand ami Bray Wyatt l'a rejoint, laissant derrière lui un vide immense. Pourtant, dans ces derniers mois, Bray a su honorer la mémoire de son ami de la plus belle des manières, rappelant à tous à quel point Jon Huber, l'homme et le catcheur, étaient uniques et inoubliables. Repose en paix, Jon Huber. Et voilà les gars, la vidéo est terminée. N'hésitez pas à me dire si elle vous a plu en commentaire, à lâcher un j'aime et à partager la chaîne, c'est très important. Et d'ici là, je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. C'était Vince, et encore une fois, merci à tous.